Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà vu la vie d'une personne changer en un instant? Pas avec des feux d'artifice, ni avec de grands discours, mais avec un choix fait alors que personne d'autre n'osait bouger. L'histoire de ce soir commence tranquillement, dans un endroit ordinaire, un jour ordinaire, jusqu'à ce qu'un battement de cœur, un souffle et une décision entraînent deux vies dans une tempête qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Et que s'est-il passé ensuite? Eh bien, c'est quelque chose que vous voudrez entendre depuis le tout début. Alors, installez-vous confortablement, respirez profondément et entrons dans le moment où tout a commencé. La pluie avait le don d'engloutir Philadelphie tout entière, douce au début, puis tapant sans relâche contre les balustrades métalliques et résonnant sur les murs de briques jusqu'à ce que toute la ville semble respirer dans l'obscurité. Marcus Hall était assis sur le balcon fissuré de son appartement délabré, écoutant cette respiration. Il ne voyait pas grand-chose, mais il n'en avait pas besoin. La nuit parlait assez fort. Quelque part en bas, un bus sifflait en freinant. Une sirène retentissait au loin, se fondant dans la bruine. De l'appartement voisin venait le bruit lent et rythmé d'une télévision laissée allumée trop longtemps. Des sons ordinaires, mais ce soir-là, il pesait sur lui comme un poids qu'il ne pouvait plus soulever. Il retourna son téléphone dans sa main. L'écran continuait de s'allumer. Ting, ting, ting. Notification, mention, titre. Il finit par le déverrouiller et la lumière inonda son visage, comme pour lui rappeler qu'il était toujours là, toujours en vie, même si le monde semblait ne pas le vouloir. Le concierge avait franchi la ligne avec le PDG inconscient, le père célibataire ou le prédateur silencieux. Internet était divisé. 8 secondes qui allaient ruiner une carrière. Il déglutit péniblement. Son pouce tremblait tandis qu'il faisait défiler les titres, chacun d'entre eux résonnant comme un verdict prononcé à haute voix. Le genre de verdict contre lequel on ne peut pas faire appel. Un autre ting, une autre notification. Il ne prenait même plus la peine de les mettre en sourdine. Cela lui semblait inutile, comme essayer de faire taire une tempête en chuchotant. À l'intérieur de l'appartement, la vieille télévision clignotait dans la lueur de son mode veille. Marcus jeta un coup d'œil à travers la porte vitrée coulissante. Son fils, Eli, âgé de 10 ans, tout en os et en courage, était endormi sur le canapé, à peine couvert d'une couverture. Un bol de macaroni à moitié mangé refroidissait sur le sol. Le garçon avait lutté contre le sommeil pour l'attendre. Marcus inspira, laissant l'air froid de la nuit lui chatouiller le fond de la gorge. « Comment en suis-je arrivé là ?» se demanda-t-il. « Comment suis-je devenu un sujet d'actualité ? Comment une bonne action s'est-elle transformée en quelque chose de tordu ?» murmura-t-il dans le silence. « J'essayais juste de sauver une vie. » Sa voix dépassait à peine la balustrade du balcon. Une rafale de vent poussa une bruine sous l'auvent, effleurant sa peau, fraîche, presque accusatrice. Il ferma les yeux, et dans l'obscurité derrière ses paupières, le souvenir lui revint en mémoire. Pas encore la salle de réunion. Non, un son plus ancien, un son qui s'était gravé en lui depuis des années. Une alarme incendie qui hurlait au-dessus de sa tête. Des bottes qui dévalaient les escaliers. La voix d'une petite fille qui appelait à l'aide. Il pouvait encore sentir la sueur dans son cou, la fumée qui lui brûlait les poumons. Ce jour-là lui avait laissé une cicatrice qu'il touchait rarement, dont il ne parlait jamais. Il avait échoué, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Et lorsque Victoria Hale s'était effondrée dans cette salle de réunion, ses vieux fantômes avaient refait surface et pris le dessus. Ses mains avaient agi par instinct, son entraînement avait pris le dessus. Son cœur avait pris le pas sur son esprit. Il n'avait pas pensé aux titres, aux caméras, aux règles, aux conséquences. Il avait simplement pensé « pas encore, pas une autre vie sur ma conscience ». Mais tout cela n'avait plus d'importance désormais. Ni pour Internet, ni pour l'entreprise, ni pour tous ceux qui n'avaient vu que les 8 secondes déformées de la vérité. Une autre alerte retentit. Quelqu'un l'avait tagué. Quelqu'un d'autre l'insultait. Quelqu'un d'autre exigeait qu'il soit arrêté. Quelqu'un d'autre spéculait sur le genre d'homme qu'il était vraiment. Marcus laissa tomber son téléphone sur ses genoux. Une douleur creuse envahit sa poitrine. Derrière lui, la télévision murmurait la musique faible d'une publicité. Un acteur faisait semblant de s'intéresser à un produit miracle. Eli bougea sur le canapé, laissant échapper un petit soupir. Le garçon dormait comme si le monde était encore sûr. Marcus sentit quelque chose se briser en lui. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, écoutant la pluie, écoutant les voitures, écoutant les battements du cœur d'une ville qui ne lui faisait plus confiance. « Je l'ai sauvé », murmura-t-il à personne en particulier. « Je jure que je l'ai sauvé ». Même dit à voix haute, cela ressemblait à une supplication, à une défense, à un aveu.
Son esprit repassa ce moment en boucle. La salle de réunion, le choc sur les visages des cadres, la panique, les cris. Et puis 1, 2, 3. Sa propre voix, calme et grave, comptant les compressions, le bruit des côtes qui bougeaient sous la pression, le souffle faible d'une femme qui s'étouffait, un cri, quelqu'un qui lui criait d'arrêter, un poing qui lui frappait le dos, une autre voix paniquée, furieuse, appelant la sécurité, puis l'obscurité, la confusion, le silence. Marcus se frotta le visage avec les 2 mains. Sa barbe naissante lui éraflait les paumes. Il n'était pas fatigué. Il était plus que fatigué, au-delà de ce qu'une nuit de sommeil pouvait guérir. Il regarda à nouveau son fils, petit, confiant, inconscient de la tempête qui faisait rage dans leur vie. Marcus s'était promis un jour qu'Ellie ne le verrait jamais comme un homme faible, qu'il serait un père qui se tiendrait debout, quelle que soit la dureté de la vie. Mais ce soir, il se sentait comme un homme déjà à moitié effacé. Il se força à se lever. Le balcon craqua, la pluie s'adoucit, puis reprit de plus belle, tambourinant sur la balustrade métallique comme des doigts impatients. Il prit une longue inspiration et laissa celle-ci l'ancrer. Finalement, il rentra à l'intérieur et referma la porte. L'appartement semblait plus froid que le balcon, ou peut-être que ce froid venait désormais de l'intérieur. Il s'agenouilla à côté d'Ellie et caressa les cheveux du garçon. Ellie murmura quelque chose dans son sommeil, se penchant inconsciemment vers sa main. Marcus sentit sa poitrine se serrer. Pour comprendre pourquoi un homme qui avait sauvé une vie était condamné comme un monstre, il faut remonter dans le temps. Pas jusqu'à cette nuit, ni jusqu'à la pluie, ni jusqu'au gros titre, ni jusqu'au balcon cassé, mais jusqu'au matin où tout a changé. Un doux sifflement sembla fendre la nuit comme un rideau qui s'ouvre, comme un changement de temps. Le bruit de la ville s'estompa. La pluie s'atténua jusqu'au silence. Puis, comme si le monde avait inspiré brusquement, le bruit d'un bureau affairé fit irruption. Des talons, des imprimantes qui cliquaient, des voix qui murmuraient à propos de milliards. Le passé avait ouvert sa porte. Le bruit de la pluie s'estompa, remplacé par le rythme vif et raffiné d'une matinée d'entreprise. Les talons claquaient sur le sol en marbre. Les imprimantes bourdonnaient à un rythme régulier. Les téléphones sonnaient, puis se taisaient pour laisser place à des conversations étouffées sur les marchés, les délais, les fusions. À l'intérieur du siège social de Hale & Locke, le monde semblait conçu avec précision, hautement fonctionnel et suffisamment tendu pour que même l'air semble vibrer de productivité. Et en son centre, derrière une série de parois vitrées donnant sur l'horizon, la salle de conférence vibrait d'une pression d'un autre genre. La voix de Victoria Hale résonnait dans la pièce, ferme, concise, impeccablement maîtrisée. Si nous finalisons la fusion d'ici le 4e trimestre, la croissance prévue dépassera les prévisions de près de 14%. Même sans la voir, on pouvait deviner son attitude à son ton. Une PDG qui s'était frayé un chemin dans un secteur dominé par les hommes et qui pouvait glacer une salle d'un simple haussement de sourcils. Ces phrases tombaient comme des pas délibérés sur un sol en marbre froid, confiante, inébranlable. En face d'elle, Graham Lokachachach murmura son accord. Sa voix était plus âgée, le genre de ton qui inspirait instinctivement confiance. Il avait été le mentor de Victoria depuis qu'elle avait 23 ans. Il lui avait appris à survivre dans des salles où personne ne voulait la voir gagner. Ce matin-là, il s'exprima avec un calme prudent. « Vos chiffres sont solides, Victoria. Le conseil d'administration réagira favorablement. » Elle acquiesça, bien que son souffle se soit légèrement coupé, ce que personne d'autre ne semblait remarquer. Pas encore. Juste à l'extérieur de la salle du conseil, dans le couloir où les cadres supérieurs ne prenaient guère la peine de regarder, Marcus Hall était en équilibre sur la 2e marche d'une échelle d'entretien. Une lumière vacillante au-dessus de lui bourdonnait de manière irritante. Il ajusta le luminaire avec un grognement discret. Il était habitué à être invisible dans des endroits comme celui-ci. Le cliquetis de ses outils ne cadrait pas avec le langage des portefeuilles d'investissement et des transactions d'1 milliard de dollars. Ses bottes ne correspondaient pas aux chaussures cirées qui l'entouraient. Son uniforme bleu marine, propre mais usé, était d'un tissu qui n'avait pas sa place dans une salle de conférence aux murs de verre. De là où il se tenait, Marcus pouvait entendre des bribes de conversation à travers la porte de la salle du conseil. Le cours de l'action devrait se stabiliser. Les investisseurs internationaux élargissent notre présence. Il se moquait des fusions. Cela n'avait jamais été son monde. Mais les voix aiguës, trop contrôlées, faisaient vibrer quelque chose de désagréable dans sa poitrine.
Il avait entendu des voix comme celle-là dans des appels d'urgence juste avant que quelque chose ne tourne mal. Il essaya de chasser ce sentiment et serra la dernière vis. C'est alors qu'il l'entendit. Un bruit de verre brisé, puis une pause, puis un son qu'il reconnut instantanément, qu'il pouvait sentir dans ses os, un corps qui heurtait le sol. Dans la salle de réunion, Victoria s'était interrompue au milieu d'une phrase. Son souffle s'était coupé, son champ de vision s'était rétréci. Une étrange chaleur lui serrait la poitrine, se propageant comme un poing. Elle avait essayé de parler à nouveau, mais les mots s'étaient dissous sur sa langue. La dernière chose qu'elle avait enregistrée était le murmure surpris de Graham. « Victoria ». Puis le monde s'était effondré sous ses pieds. Le bruit sourd de son corps heurtant le parquet avait résonné dans toute la pièce. Des chaises ont raclé le sol. Quelqu'un a poussé un cri aigu. Une tasse s'est renversée, éclaboussant des documents de café. Puis ce fut le chaos. Oh mon Dieu! Victoria a appelé la sécurité. Ne la touchez pas. Les RH vont nous tuer. Est-ce qu'elle respire? Que quelqu'un vérifie. Mais personne ne s'est approché. Ils restaient autour d'elle comme des statues effrayées, paralysées par la peur de faire quelque chose de mal, peur de la responsabilité, peur du scandale, peur de tout, sauf de la laisser mourir. Marcus ne pensait pas avoir réagi. Le souvenir d'un autre effondrement, d'une autre paire d'yeux sans vie dans un couloir enfumé, le traversa. Son cœur battit violemment une fois, puis il se mit en mouvement. L'échelle tomba bruyamment sur le côté lorsqu'il sauta, sprintant vers la salle de réunion. Il poussa la porte si fort qu'elle heurta le mur. À l'intérieur, les cadres se retournèrent, surpris, comme s'ils venaient de voir un étranger s'introduire dans leur monde privé. « Que faites-vous ici » aboya quelqu'un. Marcus les entendait à peine, son attention rivée sur le corps immobile sur le sol. Sa respiration était faible, son pouls faible, sa peau se refroidissait trop vite. « Non, pas encore. Vous n'allez pas perdre quelqu'un aujourd'hui. » Il s'agenouilla à côté d'elle, vérifia ses voies respiratoires, inclina sa tête. Ses cils battirent légèrement. Un souffle doux, à peine perceptible, effleura ses doigts. « Elle a besoin d'une réanimation cardio-pulmonaire, dit-il. Pas fort, pas dramatique, juste un fait. Un fait que personne d'autre n'était prêt à accepter. Nous ne pouvons pas vous laisser faire. C'est le PDG. Cela pourrait constituer une violation. » Il les ignora tous. Il commença les compressions, comptant à voix basse. Doucement, de manière contrôlée, précise. 1, 2, 3. Allez, continuez à respirer. 4, 5. Ses paumes appuyaient rythmiquement sur son sternum. Le bruit des compressions résonnait fortement dans la salle de réunion silencieuse, chair contre os, vie contre mort. Il se pencha pour lui faire du bouche à bouche, sentant sa poitrine se soulever légèrement sous ses mains. À l'autre bout de la pièce, une jeune assistante leva lentement son téléphone. Le léger clic de l'enregistrement était à peine perceptible au milieu des compressions. Graham le remarqua, mais il ne l'arrêta pas. Pas encore, pas maintenant. Est-ce qu'il l'embrasse ? Murmura quelqu'un. Ça ne semble pas correct. Devrions-nous l'éloigner ? Cela va être un cauchemar en termes de relations publiques. Marcus n'entendait pas leur panique. Il n'entendait que les battements dans ses oreilles et la voix de l'instructeur d'il y a des années. S'ils ne respirent pas, vous êtes leur chance. Il appuya plus fort. Il respira à nouveau pour elle, mais une main lui tira brusquement l'épaule, le tirant en arrière. Marcus trébucha, le souffle coupé par la douleur. « Qu'est-ce que… » s'écria-t-il en essayant de se dégager. « Vous devez arrêter » cria quelqu'un. « La sécurité arrive. Vous lui faites du mal. Vous dépassez les bornes. Concierge. » La voix de Marcus était rauque, désespérée. « Je la sauve. » Mais une autre poussée le fit basculer sur le côté. Un coup de poing lui atterrit entre les omoplates. Quelqu'un lui cria de s'éloigner d'elle. Il tituba, une douleur fulgurante lui traversant le flanc. Malgré tout, il se précipita vers Victoria, cherchant son pouls. « 1, 2, allez !» Ses comptages furent couverts par les cris, les bruits de pas, le crépitement de quelqu'un appelant la sécurité. Le téléphone de l'assistant captura tout. Le chaos, la confusion, un homme luttant pour sauver une vie tandis qu'une salle remplie de dirigeants luttait pour l'en empêcher. En quelques secondes, cette salle allait décider du sort de 2 vies. Marcus Hall continuera à se battre, mais le monde ne verra que 8 secondes. Et vous, si vous ne voyiez que ces 8 secondes, vous penseriez quoi de lui? Dites-le moi en commentaire, sans filtre. Le son s'interrompit brusquement. Le monde ne s'effondra pas d'un seul coup. Il se désagrégea en vibrations, minuscules, aiguës, implacables. D'abord, la vibration d'un téléphone posé sur une table en bois bon marché. Puis une autre, et une autre. Baiser ping.
Ping. Biz. Le téléphone de Marcus vibrait si violemment qu'il faillit glisser du bord. Il ne le prit pas. Ses mains tremblaient encore à cause de la salle de réunion, des cris, des bousculades, du moment où il avait senti une côte bouger sous ses paumes. Au moment où il avait cru la perdre, il s'était assis, recroquevillé sur une chaise en plastique juste à l'extérieur du bureau de sécurité, dans le couloir, froid et résonnant. Son souffle avait encore le goût métallique de l'adrénaline, mais les notifications continuaient d'affluer, chacune comme une aiguille. Il finit par prendre le téléphone, et là, il y avait la vidéo. 8 secondes. 8 secondes qui avaient balayé tout ce qui comptait. La vidéo n'avait pas de son, à part des cris étouffés, pas de contexte, pas de compression, pas de comptage, personne ne s'enregistrant, en train de rester en retrait et de ne rien faire. Juste lui, juste ses mains, juste son souffle sur la bouche de Victoria, juste l'angle qui donnait l'impression que c'était tout autre chose. Une voix off, provenant d'un utilisateur anonyme, sifflait dans les haut-parleurs. Qui est ce concierge? Regardez comme il s'approche. Est-elle inconsciente? Que fait-il? Ce n'est pas normal, ce n'est vraiment pas normal. Puis des rires, de vrais rires. Marcus sentit son estomac se nouer. Il s'efforça de respirer, mais le son était faible et saccadé. Il repassa la vidéo une fois, puis 2 fois. Son pouls battait dans ses oreilles. Il ne voit pas les compressions. Il ne voit pas sa poitrine se soulever grâce à moi. Ils ne m'entendent pas compter. Ils n'entendent pas la panique. Ils n'entendent rien d'autre que ce qu'ils veulent croire. La vidéo s'est terminée et a été rejouée automatiquement dans une boucle sans fin d'accusations. Puis, une voix a retenti dans le couloir. Marcus Hall a levé les yeux. 2 représentants des ressources humaines se tenaient juste devant le bureau. Leur voix était douce, neutre, trop neutre. Le genre de calme qui précède souvent l'exécution d'une sentence. « Un instant, s'il vous plaît », a dit la femme. « Traitons cela de manière professionnelle. » Professionnellement. Le mot avait un goût de craie. Ils l'ont fait entrer. L'air était tendu, filtré, artificiel. On entendait le froissement des papiers, le cliquetis des stylos. Tout dans la pièce semblait trop net, trop stérile, comme si aucun être humain n'était censé y survivre. La directrice des ressources humaines s'est éclaircie la gorge. « Monsieur Hall, nous avons examiné la vidéo publiée en ligne. » Il tenta de parler, mais elle leva la main. Polie, dédaigneuse, condescendante. « Nous ne sommes pas ici pour discuter des techniques de réanimation cardio-pulmonaire. Nous sommes ici pour parler d'optique. Si ce mot vous révolte autant que lui, laissez un like. Ça aide cette histoire à sortir du silence. » D'optique, la voix de Marcus se brisa. Elle avait cessé de respirer. « Nous comprenons votre point de vue », l'interrompit la directrice. Cependant, la vidéo qui circule actuellement soulève des questions quant à un contact physique inapproprié. Inapproprié. Il cligna des yeux, stupéfait. Je lui faisais du bouche à bouche. Elle était en train de mourir. Le représentant des ressources humaines se pencha en avant. Compte tenu de sa position, tout contact de cette nature comporte un risque important en matière de responsabilité. Marcus sentit quelque chose en lui se rebeller. Je n'ai pas pensé à la responsabilité. J'ai pensé à lui sauver la vie. Le fait que vous ayez réagi est précisément le problème. Vous avez agi en dehors de votre formation et de votre autorisation. Par conséquent, vous exposez l'entreprise à d'éventuelles complications juridiques. Marcus les regarda, incrédule, horrifié. « J'étais pompier », murmura-t-il. « J'ai été certifié ambulancier pendant 8 ans. J'ai pratiqué la RCP plus de fois que je ne peux compter. » L'homme tourna une page de son bloc-notes. « Ces certifications sont périmées. Parce que j'ai arrêté de faire ce travail, » dit Marcus, la voix tremblante. « Pas parce que j'ai oublié comment sauver une vie. » Un silence tendu et pesant s'installa dans la pièce. Finalement, le directeur lui tendit un document. « À compter de maintenant, vous êtes suspendu. En attendant les résultats de l'enquête. » Suspendu. Ce mot le frappa plus fort que le coup de poing que quelqu'un lui avait asséné plus tôt. Marcus secoua lentement la tête. Suspendu. Pour l'avoir sauvé. « Nous apprécions votre intention, » répondit la femme. « Mais l'entreprise doit protéger son image. » « Son image ?» murmura Marcus. « C'est tout ce qu'elle était? Une photographie? Un atout pour la marque ?» L'homme expira. « La sécurité va vous raccompagner. Nous allons emballer vos effets personnels. » Une boîte en carton heurta la table avec un bruit sourd. Quelque chose en Marcus se brisa, plus profondément que l'humiliation, plus profondément que la colère. Une honte primitive mêlée d'incrédulité. Il se leva, les jambes lourdes, et laissa la sécurité le conduire à travers le bâtiment comme s'il était un étranger. Le couloir semblait plus froid qu'auparavant. Les pas derrière lui résonnaient trop fort, comme ceux des criminels.
Il ne se débattit pas, ne parla pas, ne regarda pas en bas. Il sortit dans l'après-midi gris. La pluie avait cessé, mais le trottoir sifflait encore sous les voitures qui passaient. Il marcha vers l'arrêt de bus en portant la petite boîte en carton. À l'intérieur se trouvaient 3 choses. Ses gants, une photo qu'Eli avait dessinée de deux en train de pêcher, et le petit thermos usé qu'il utilisait pendant ses gardes de nuit. Tout le reste, les années, les sacrifices, la loyauté, restaient à l'intérieur du bâtiment, jetable. Son téléphone vibra à nouveau. Il baissa les yeux et faillit le laisser tomber. Son propre visage le regardait depuis le flux d'actualité locale. Un concierge fait l'objet d'une enquête pour avoir eu un contact douteux avec le PDG lors d'un incident médical. Les experts débattent. S'agissait-il d'une réanimation cardio-pulmonaire ou d'une faute professionnelle? Le présentateur rit doucement, le public du studio murmurant avec lui. Marcus se figea à l'arrêt de bus, la poitrine serrée, tiré par la manche. Il baissa les yeux. Eli, les grands yeux inquiets. Un sac à dos pendait de travers sur une épaule. Il devait venir directement de l'école. « Papa, c'est toi à la télévision. » Eli murmura. « Pourquoi disent-ils que tu es mauvais ?» Le monde tournait. Il avait le souffle coupé. Il s'agenouilla pour croiser le regard de son fils, mais les mots ne venaient pas. Sa gorge était à vif, écorchée. « Ils ne comprennent pas, mon grand, » finit-il par dire. Parfois, les gens parlent avant de connaître la vérité. Eli le fixa longuement, puis il murmura « Mais je sais que tu ne ferais jamais de mal à personne. » Le cœur de Marcus se serra si fort qu'il en eut presque mal. Il serra Eli contre lui, enfouissant son visage dans les cheveux du garçon, respirant cette légère odeur de craie et de coton, essayant de ne pas craquer. Puis le téléphone sonna. Appel inconnu. Il le laissa sonner, mais cela ne s'arrêta pas. Il finit par répondre. « Monsieur Hall, » dit la voix froide et distante du directeur des ressources humaines. « Nous vous informons que votre contrat de travail a été résilié. Dans l'intérêt de toutes les parties concernées, nous vous recommandons de ne pas revenir dans les locaux, ni de contacter aucun membre du personnel. » Marcus ferma les yeux. La pluie recommença à tomber, d'abord légèrement, puis plus fort. Il ne dit rien, ne supplia pas, ne discuta pas. Il raccrocha simplement. Il avait sauvé une vie et tout perdu. La pluie s'intensifia, et quelque chose de plus sombre attendait juste derrière ce bruit. La tempête qui mettrait à l'épreuve les derniers morceaux de lui qui tenaient encore debout. Le premier son que Victoria Hale entendit fut le bip lent et régulier. Bip, bip d'un moniteur cardiaque. Pas de voix, pas de salle de réunion, pas le bourdonnement des milliers de décisions qui attendaient devant la porte de son bureau. Juste ce rythme calme et obstiné, son propre cœur qui se battait pour revenir à la vie. Elle inspira l'odeur de l'antiseptique qui envahissait ses poumons. Un léger sifflement d'oxygène flottait à côté d'elle. Quelqu'un murmura près de la porte, d'une voix basse et prudente. Elle est réveillée. Ses paupières étaient lourdes, comme si quelqu'un y avait placé des poids. Elle les ouvrit de force. Les lumières de l'hôpital étaient tamisées, pas trop vives. Quelqu'un avait dû les baisser. Des ombres vacillaient, tandis qu'une infirmière ajustait une perfusion. Victoria déglutit. Sa gorge était irritée. Que s'était-il passé? Elle parvint à articuler quelques mots à peine plus forts qu'un souffle. Le médecin s'avança. D'âge mûr et calme, il avait le genre de ton qui ne paniquait pas même lorsque le monde s'écroulait. Vous vous êtes évanoui pendant une réunion. Une arythmie cardiaque provoquée par l'épuisement, la déshydratation et un stress extrême. Il marqua une pause. Vous avez de la chance, beaucoup de chance. Victoria cligna des yeux, perplexe. De la chance? Oui. Il jeta un coup d'œil à ses notes. Si personne n'avait commencé immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire, vous ne vous seriez peut-être pas réveillé. Pour la première fois depuis son réveil, quelque chose de tranchant traversa son esprit embrumé. La réanimation cardio-pulmonaire. Quelqu'un l'avait touchée. Quelqu'un était là, mais elle ne se souvenait pas de qui. Elle baissa la voix. Qui l'avait pratiquée? La pièce devint étrangement silencieuse. L'infirmière se déplaça. Le médecin hésita. « Cela a été géré en interne », dit-il finalement. « Un membre du personnel. Tout a été pris en charge. »« Pris en charge ?» répéta lentement Victoria. « J'ai demandé qui ?» Encore un silence. Plus long cette fois, si épais qu'elle pouvait le sentir peser sur sa poitrine. « Cette information n'est pas nécessaire », dit finalement le médecin. « Ce qui compte, c'est que vous soyez en sécurité maintenant. Reposez-vous. » Mais ces mots lui semblaient faux. Victoria Hale n'était pas une femme qui acceptait les demi-réponses. Elle avait bâti un empire en déchirant les écrans de fumée et les illusions. Et maintenant, il décidait de ce qu'elle n'avait pas besoin de savoir. Elle ferma les yeux
mais pas en signe de capitulation. Quelque chose en elle, quelque chose de dormant, meurtri, mais intact, s'éveilla. Cette nuit-là, lorsque la chambre fut calme et que les lumières du couloir s'atténuèrent pour devenir chaudes, Victoria Hale sombra dans un sommeil léger et agité. Puis vint le rêve. Pas des images, des sons. La voix d'un homme, grave et pressante, tremblante d'une manière trop brute pour être ignorée. « Ne meurs pas, bon sang. Allez, respire. » Elle entendit la pression des mains sur sa poitrine, son propre souffle faible qui luttait pour remonter, un murmure faible et désespéré. « Reste avec moi. » Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre contre le moniteur. La pluie tambourinait contre la fenêtre de l'hôpital. Ce bruit lui était étrangement familier, comme si la nuit elle-même essayait de lui rappeler quelque chose qu'elle avait manqué. Elle appuya une main sur son front. Qui était cet homme? Pourquoi l'entendait-elle si clairement? Et pourquoi avait-il l'air de lui sauver la vie et de supplier pour quelque chose de plus qu'un simple pouls? Son pouls s'emballa. La peur. Non, pas la peur. Quelque chose de différent, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Au matin, sa faiblesse avait disparu, remplacée par une irritation bouillonnante, une sensation qu'elle connaissait trop bien. L'irritation d'être manipulée, protégée, contrôlée. Elle attrapa son téléphone avec des doigts tremblants. Sa boîte de réception était remplie de rapports d'incidents provenant des services RH et RP, tous cliniques, stériles, euphémiques. L'employé impliqué dans la tentative de sauvetage. Allégations en cours d'examen. Résolution interne recommandée. Aucun nom. Pas une seule fois. Dans aucun document. Quelqu'un l'avait effacé. Elle serra les mâchoires. Elle cliqua sur la note juridique interne. Elle mentionnait une faute professionnelle de l'employé pendant une suspension pour urgence médicale. Sa gorge se serra. Il l'avait puni, la personne qui l'avait sauvé. Une vague lente et froide traversa sa poitrine. Ce n'était ni de la peur, ni de la confusion, de la colère. Une colère juste et tremblante. Victoria tapa à nouveau sur son écran, ouvrant le formulaire de demande de sécurité. « Je veux les images brutes de la salle de réunion, horodatées à 9h14. » Le même jour, tapait-elle. En quelques minutes, elle reçut une réponse de la sécurité de l'entreprise. Images indisponibles, le service juridique ne peut les divulguer sans l'accord du conseil. Elle fixa le message, puis rit une seule fois, d'un rire sans humour. Voilà donc jusqu'où ils étaient prêts à aller pour la maintenir dans l'ignorance. Elle appela elle-même le chef de la sécurité. Elle tomba directement sur la messagerie vocale. Elle essaya le directeur juridique. Un assistant bien rodé et poli l'a renvoyé. « Je suis désolé, mademoiselle Hale. Il est en réunion toute la journée. » En réunion? Bien sûr. En réunion à son sujet. Des réunions sans elle. Victoria s'adossa contre les oreillers, tremblante, non pas de faiblesse mais de rage. Il pensait qu'elle était trop fragile pour connaître la vérité, trop compromise, trop émotive. Elle avait passé des années à construire des murs d'acier autour d'elle, et maintenant ces mêmes murs l'empêchaient d'entrer. Son souffle se coupa, non pas à cause de la peur, mais à cause d'un souvenir. Cette voix, ce murmure désespéré dans l'obscurité. Elle avait besoin de réponses, et elle savait exactement où les trouver. Cette nuit-là, longtemps après que les infirmières aient cessé de s'affairer et que les couloirs se soient calmés, Victoria passa un dernier coup de fil. Pas au service juridique, ni à la sécurité, ni aux ressources humaines, mais à un homme en qui elle avait confiance, qu'elle avait embauché, et non au conseil d'administration. Son spécialiste en sécurité personnelle, quelqu'un qui avait une conception de la loyauté différente de celle du manuel de l'entreprise. Le téléphone sonna 2 fois. Une voix familière répondit. « Mademoiselle Hale, ne devriez-vous pas vous reposer? J'ai besoin des images brutes de la salle de réunion A, dit-elle doucement. Sa voix ne s'éleva pas. Elle se refroidit. Pas la version éditée, pas le résumé, l'original. Un moment de silence. Vous l'aurez dans 1 heure. Elle respira pour la première fois depuis son réveil. 90 minutes plus tard, elle reçut un email avec une seule pièce jointe, un fichier vidéo non filtré. Son cœur battit la chamade lorsqu'elle cliqua pour l'ouvrir. L'écran se figea sur la première image, elle-même, debout à la tête de la table, vivante, confiante, en plein milieu d'une phrase. Sa gorge se serra. Pour la première fois, Victoria Hale allait assister au moment où son monde s'était effondré, à travers l'œil impassible d'une caméra. La vidéo se lança, et la vérité, sa vérité, allait enfin lui être révélée. Ce qu'elle vit ensuite allait tout bouleverser. Et si vous voulez connaître la suite jusqu'à la vérité complète, abonnez-vous maintenant parce qu'à partir d'ici, plus rien ne se passe comme on l'imagine. La vidéo commença sans avertissement. Pas de fondu, pas de pause de courtoisie, juste la réalité brute et sans phare. Victoria eut le souffle coupé avant même de comprendre ce qu'elle voyait. La vidéo s'ouvrait sur sa propre voix,
forte et inébranlable, qui résonnait sur les parois vitrées polies de la salle de réunion. La croissance prévue dépasse les attentes, puis vint le hoquet dans sa respiration, l'hésitation que personne d'autre n'avait remarquée, le léger tintement de son verre d'eau, puis l'effondrement. Son corps heurta le sol avec un bruit sourd et terrifiant, le genre de bruit qui n'avait pas besoin d'images pour être compris, un bruit qui racontait toute l'histoire à lui seul. Victoria regarda la scène se dérouler comme si elle était en dehors d'elle-même, comme si elle assistait à sa propre mort depuis le ciel. Sa poitrine se serra, ses doigts s'enfoncèrent dans la couverture. Elle entendait à peine les voix paniquées dans la pièce. Son esprit s'était réfugié dans le silence qui suivit, un silence chargé de peur, d'incertitude, de lâcheté. Puis la porte de la salle de réunion s'ouvrit brusquement, et Marcus entra dans le champ. Pas en tant que concierge, pas en tant qu'homme en uniforme de la marine, pas en tant que monstre dépeint par les gros titres. Il entra comme quelqu'un qui avait déjà traversé le feu, comme quelqu'un qui savait exactement ce que signifiait perdre une vie entre ses mains. Victoria regarda les images, zooma sur lui, ses mouvements rapides, instinctifs, déterminés. Elle le vit s'agenouiller à côté d'elle comme si ses genoux avaient toujours été là, comme s'il l'avait fait 100 fois. Il vérifia ses voies respiratoires, inclina doucement sa tête, écouta une respiration qu'elle ne donnait pas. Quelqu'un hors champ murmura « Nous devrions appeler la sécurité ». Quelqu'un d'autre chuchota « Ne la touchez pas, les avocats nous tueront ». Mais Marcus n'hésita pas, il ne les regarda même pas. Il commença les compressions, fortes, régulières, rythmées. Le microphone de la caméra dans le coin capta le son infime de son décompte. 1, 2, 3. Respire, allez, n'ose même pas. Sa voix se brisa dans un son si humain, si brut, que Victoria eut la gorge serrée. Et puis, elle le vit, ce que l'Internet n'avait jamais montré. Les larmes dans ses yeux, la tension dans sa mâchoire, la peur désespérée qui traversait son visage. Ce n'était pas un homme qui dépassait les limites, c'était un homme qui luttait contre la mort elle-même. Puis vint le chaos, des mains qui le tiraient, des corps qui criaient au-dessus de lui, un coup dans le dos. La caméra le surprit en train de trébucher, mais de se frayer un chemin pour revenir vers elle. Il n'était pas agressif, il ne violait rien, il refusait de la laisser mourir. À la fin de la vidéo, la dernière chose capturée était son murmure à peine audible. « Respire, s'il te plaît, s'il te plaît, pas encore ». Les doigts de Victoria tremblaient. Un frisson lui parcourut les bras. Pas encore. Qu'avait-il perdu auparavant? Quelle douleur avait-il porté en silence dans cette pièce? Elle passa une main sur son visage, expirant bruyamment. Les murs de sa chambre d'hôpital lui semblaient trop petits, soudain trop proches. Puis elle ouvrit le courriel interne des RH, qui était arrivé plus tôt par accident. Un rapport le qualifiant d'usage excessif de la force, de contact physique inapproprié, de motifs peu clairs. Elle appuya une main sur son front. Les mensonges n'étaient pas seulement imprudents, ils étaient délibérés. Elle consulta son dossier d'employé, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Cela aurait dû être une routine ennuyeuse, un coup d'œil de 2 minutes sur l'historique d'un employé de bas niveau. Au lieu de cela, elle découvrit une histoire qu'elle aurait dû connaître. Marcus Hall, ancien pompier, ambulancier, 8 ans de service. Une mention élogieuse pour blessure en service, un congé pour raison psychologique. Elle cliqua sur le rapport. Un incendie, une famille piégée, un enfant qu'il n'avait pas pu sauver. Victoria ferma les yeux. Les pièces du puzzle s'assemblaient désormais. La voix dans l'obscurité, le désespoir, le tremblement de ses mains. Ce matin-là, il ne l'avait pas seulement sauvé. Il avait affronté le fantôme qui le hantait depuis des années et avait quand même choisi d'essayer. Son souffle se fit saccader. Il l'avait sauvé. Et son entreprise, l'empire qu'elle avait bâti, l'avait écrasé. Tout cela parce que le conseil d'administration avait besoin de quelqu'un à blâmer. Tout cela parce qu'elle n'était pas consciente pour l'en empêcher. La culpabilité la tenaillait profondément et vivement. Elle cliqua sur un autre document, celui intitulé « Résultat de l'enquête sur l'employé ». Il indiquait que sa faute avait compromis l'image de l'entreprise et recommandait son licenciement comme la solution la plus sûre. Sûre pour qui? Pas pour lui, pas pour Ellie, pas pour la vérité. Victoria repoussa l'ordinateur portable et se leva, les jambes encore faibles mais déterminées. Elle se dirigea vers la fenêtre, écoutant le bourdonnement régulier de la circulation nocturne en contrebas. Son souffle embuait la vitre. Au cours de toutes ces années, à la tête de l'entreprise, elle s'était enorgueillie de son intégrité, de sa capacité à faire ce qui était difficile lorsque la voie facile était corrompue. Mais cela s'était produit sous son nom, sous sa direction, sous le système qu'elle prétendait contrôler.
Et un homme bon, un homme qui lui avait sauvé la vie, en payait le prix. Elle serra les mâchoires. Elle attrapa son manteau sur la chaise, ignorant la douleur dans sa poitrine. Elle était encore pâle, encore faible, encore en convalescence, mais cela n'avait aucune importance. Elle ne resterait pas alitée à l'hôpital pendant qu'un homme innocent perdait tout. Elle prit ses clés. La voix de son spécialiste en sécurité retentit dans le haut-parleur du téléphone. « Madame, il est tard. Êtes-vous sûre de vouloir quitter l'hôpital ?»« Non, » répondit-elle calmement. « Mais je pars quand même. » Dehors, le froid de la nuit lui fouetta le visage lorsqu'elle entra dans le parking. Le murmure de la vie urbaine, un chien qui aboyait au loin, une voiture roulant dans une flaque d'eau, le faible bourdonnement d'un lampadaire formaient une bande sonore qui ressemblait presque à une absolution. Elle se glissa sur le siège conducteur. Le moteur démarra dans un grondement sourd. Son GPS s'alluma, indiquant l'itinéraire vers un quartier qu'elle n'avait jamais visité de sa vie. Un coin pauvre et oublié de Philadelphie. Un endroit que son entreprise mentionnait rarement. Un endroit où les gens comme elle ne se rendaient pas sans chauffeur. Pour la première fois depuis très longtemps, Victoria Hale ne roulait pas vers le pouvoir, la richesse ou l'influence. Elle roulait vers un homme que son entreprise avait tenté d'effacer. Un homme à qui elle devait tout, un homme que le monde avait pris à tort pour un monstre. Le moteur rugit alors qu'elle accélérait dans l'obscurité. Et quelque part au-delà des lampadaires, Marcus Hall attendait, au bord de l'effondrement. Le bâtiment était assez vieux pour avoir sa propre voix, celle du bois, des tuyaux qui gémissaient, des murs qui cliquetaient, chuchotant avec les courants d'air qui s'échappaient par les fissures. Alors que Victoria montait l'escalier étroit et inégal, chaque marche lui répondait par un craquement fatigué. L'air sentait légèrement l'huile de friture provenant du dîner de quelqu'un et la trace aigre d'un radiateur cassé qui luttait pour suivre le rythme. Cet endroit ne lui était pas seulement inconnu. C'était un univers différent. La voix d'un enfant résonnait au-delà du couloir étroit, une petite toux, un frottement, puis le léger grattement d'un meuble déplacé. Victoria leva la main et frappa. La porte s'ouvrit d'1 centimètre, fermement maintenue par une chaîne. Un garçon aux cheveux noirs et aux yeux pâles, trop vieux pour ses 10 ans, passa la tête. Ellie. Elle le reconnut immédiatement grâce à son dossier scolaire, même si la photo ne montrait pas le tremblement de sa voix lorsqu'il parlait. « Bonjour, je peux vous aider ?» Son innocence la frappa comme un coup. « Je m'appelle Victoria, » dit-elle doucement. « Je dois parler à ton père. » Le garçon hésita, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Puis il déverrouilla la chaîne et ouvrit la porte plus largement. « Tu peux entrer, » murmura-t-il. « Mais il ne va pas très bien. » L'appartement semblait plus froid que le couloir. Pas froid comme en hiver, mais comme si personne ne se souciait plus de savoir si le chauffage fonctionnait. Un radiateur mal fixé cliquetait faiblement près de la cuisine, produisant plus de bruit que de chaleur. Une petite casserole de soupe était posée sur la cuisinière, intacte. Le regard de Victoria balaya le petit espace. Il y avait une couverture éparpillée sur le sol, une serviette humide près de la porte de la salle de bain, la télévision émettant un bourdonnement statique en arrière-plan. La fatigue dans la pièce semblait vivante, presque sensible. « Où est-il » demanda-t-elle doucement. Ellie désigna la chambre. Victoria entra. Marcus était allongé sur un matelas fin et irrégulier poussé contre le mur. Son visage était gris, ses yeux étaient enfoncés, sa respiration superficielle et irrégulière. La sueur collait à sa peau, mais lorsqu'elle toucha doucement son front, sa température brûlait contre sa paume. Il était fiévreux, faible, déshydraté, et, sous tout cela, brisé d'une manière qui n'était pas physique. Ses yeux s'ouvrirent à son contact. Une lueur de reconnaissance apparut, suivie d'une expression amère. Un rire creux s'échappa de ses lèvres. « Eh bien, c'est nouveau, la PDG rend visite au concierge qu'elle a licencié. Marcus. » Il agita faiblement la main, mais le geste ne le souleva presque pas du matelas. « C'est les RH qui t'ont envoyé ? Il faut s'assurer que le monstre ne prépare pas sa vengeance. » Son souffle se coupa. « Vous pouvez leur dire que je suis trop fatigué pour ruiner l'image de qui que ce soit aujourd'hui. » Sa voix se brisa sur ce dernier mot. L'image. Le mot qui avait été utilisé pour l'enterrer. Victoria ressentit quelque chose qui n'était pas dans sa gorge. Pas seulement de la culpabilité, de la honte, une honte profonde et corrosive. « Je ne suis pas venue ici pour eux, dit-elle. Je suis venue ici parce que j'ai vu la vérité. » Il cligna des yeux, essayant de se concentrer. La vérité ? Laquelle ? Celle de la télévision ou celle qu'ils ont enterrée ? Elle s'agenouilla à côté de lui, baissant la voix. J'ai vu les images brutes. Pour la première fois, une fissure apparut sur son visage engourdi. Elle continua à parler d'une voix calme, malgré la douleur dans sa poitrine. « Vous m'avez sauvé la vie, et nous vous avons puni pour cela. Mon entreprise a écrasé la seule personne qui a fait ce qu'il fallait ce jour-là. »
Il déglutit. Ses mots suivants étaient à peine audibles. Ils m'ont traité de prédateur. Victoria ferma les yeux. Elle entendit la douleur dans cette phrase. Le choc, l'humiliation, une blessure plus profonde que tous les coups physiques qu'il avait reçus dans la salle de réunion. Il détourna légèrement le visage. Mon fils l'a entendu aussi. Il m'a demandé si c'était vrai. Ellie se tenait tranquillement à la porte, écoutant. L'air semblait si lourd qu'il en était oppressant. « Marcus, murmura-t-elle, tu ne mérites pas ça. Rien de tout ça. » Puis elle le sentit. La chaleur qui se dégageait de lui, le tremblement de ses mains, la façon dont son corps semblait s'enfoncer dans le matelas comme si la gravité elle-même avait doublé. Elle appuya à nouveau sa main sur son front. « Tu es brûlant. » Il a poussé un petit soupir. « Je suis juste fatigué. » « La fatigue ne fait pas s'effondrer quelqu'un, a-t-elle répondu. « Tu as besoin d'aide. »« Je ne veux pas aller à l'hôpital, a-t-il murmuré. « Je n'en ai pas les moyens. »« Tu n'as pas le choix, a-t-elle dit fermement. « Tu es déshydraté, fiévreux et tu t'affaiblis. Je ne vais pas regarder l'homme qui m'a sauvé la vie mourir dans un appartement sombre parce que mon entreprise l'a laissé tomber. » Il essaya de discuter, essaya de s'asseoir, mais ses forces l'abandonnèrent à mi-chemin et il retomba sur le matelas en poussant un petit gémissement. Cela suffit. Victoria attrapa son téléphone. Ses doigts bougeaient rapidement, sa voix était calme, malgré l'urgence croissante. « Ici, le 911, dit-elle lorsque l'opérateur répondit. Patient masculin, fin de la trentaine, fièvre, déshydratation possible, épuisement sévère, faible réactivité. Envoyez une ambulance au 1143 Monroe Street, appartement 2B. » Eli se précipita dans la pièce, la peur se déversant de lui. « Est-ce que mon père va s'en sortir ?» Victoria lui prit la main et la serra doucement. « Nous allons nous en assurer. » Quelques minutes plus tard, des sirènes lointaines se mirent à hurler, doucement au début, puis de plus en plus fort, comme une promesse. Marcus les entendit et cligna des paupières. « Je ne voulais pas que tout cela arrive. »« Je sais, » murmura-t-elle. « Tu voulais sauver quelqu'un, et tu l'as fait. » Lorsque les ambulanciers entrèrent dans la pièce remplie de bruits déterminés, du cliquetis des équipements, du sifflement de l'oxygène, du bruissement des bancs de velcro, ils soulevèrent Marcus avec douceur et l'attachèrent à la civière. La voix d'Ellie se brisa. « Papa, ne me quitte pas, s'il te plaît. » Marcus essaya de lever la main. Elle tremblait trop fort. Alors Victoria s'avança, guida Ellie vers lui et plaça la petite main du garçon dans celle, faible, de Marcus. Marcus parvint à murmurer, d'une voix fragile, mais toujours avec la détermination d'un père. « Je suis là. J'essaie. » Puis il grimaça lorsque la civière se verrouilla. Alors que les ambulanciers le roulaient vers l'ambulance, Victoria se plaça à côté d'eux. Elle monta à l'arrière sans attendre d'y être invitée. Elle s'installa à côté de la civière, agrippant la rampe avec détermination. L'intérieur sentait l'antiseptique plastique et le faible murmure métallique de la peur. Il s'était battu pour que son cœur continue de battre sur le sol froid d'une salle de réunion. Maintenant, elle se battrait pour le maintenir en vie sur le lit métallique froid d'une ambulance. Le monde avait poussé Marcus Hall au bord du gouffre, et Victoria Hale n'allait pas le perdre à cause de l'obscurité qu'elle avait contribué à créer. Les portes claquèrent avec un dernier bruit métallique, et l'ambulance rugit dans la nuit, les emmenant tous vers une bataille qu'aucun d'entre eux ne pouvait encore voir. La chambre d'hôpital bourdonnait d'un calme doux et régulier, le bruit lointain des roues d'un chariot de médicaments roulant dans le couloir, le murmure discret des infirmières échangeant des notes, le bip-bip rythmique du moniteur de Marcus. La lumière du matin filtrait à travers les stores, mais elle n'était ni brillante ni chaude. Elle semblait prudente, comme si même le soleil ne voulait pas le déranger. Marcus fut le premier à bouger. Il n'ouvrit pas les yeux. Il respirait lentement, comme dans le brouillard, presque surpris que son souffle soit encore là. Puis il sentit quelque chose de doux près de sa main. Une couverture drapée sur Ellie. Une deuxième couverture était posée sur lui. Et il sentait le parfum subtil et coûteux d'une femme, qui semblait tout à fait déplacée dans cette pièce stérile. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, son regard se posa sur la silhouette assise dans le coin. Victoria Hale, la tête penchée en arrière contre la chaise, les bras croisés, mais pas de manière défensive, plutôt comme si elle avait veillé sur la pièce toute la nuit. Son manteau posé sur la chaise derrière elle, son téléphone éteint sur ses genoux. Elle était là depuis des heures. Ellie dormait recroquevillée sur un petit fauteuil inclinable à côté du lit, le visage paisible comme Marcus ne l'avait pas vu depuis des jours. Pendant un instant suspendu, Marcus se laissa imprégner par la sécurité, l'étrange tranquillité, la vérité surréaliste que Victoria n'était pas seulement un titre de journal ou une PDG lointaine à ce moment-là.
C'était une personne qui était restée. Mais la réalité le frappa alors comme une douche froide. Il se déplaça sur le lit, ravalant la douleur dans sa gorge. « Il ne devrait pas être là », murmura-t-il en désignant Ellie d'un signe de tête. Les hôpitaux lui faisaient peur. Victoria leva lentement la tête, la voix douce, comme si elle savait qu'un ton plus fort briserait quelque chose de fragile. Il ne voulait pas partir, et je ne voulais pas le renvoyer seul. Il poussa un soupir tremblant. « Tu es resté toute la nuit ?»« Oui », répondit-elle simplement, sans fierté, sans dramatisme, juste la vérité. Un silence s'installa entre eux pendant un long moment, épais, mais étrangement doux. Puis elle se leva et s'approcha de son lit. « Marcus » commença-t-elle d'une voix calme, mais teintée de quelque chose qui ressemblait à du remords. « Je te dois des réponses et des excuses, de vraies excuses. » Il la fixa du regard, le souvenir de l'humiliation encore frais dans ses veines. « Des excuses pourquoi ? Pour avoir détruit ma vie ? Pour m'avoir traité de danger ou les avoir laissés me dépeindre comme une sorte de prédateur ?» Victoria absorba chaque mot sans broncher. Elle ne se défendit pas, ne détourna pas la conversation, ne se cacha pas derrière le vernis de l'entreprise. « Je sais », murmura-t-elle, « et je ne t'insulterai pas en prétendant qu'il s'agissait d'un malentendu. » Elle le regarda dans les yeux. C'était mal, profondément mal. Il attendait la suite. Quelque chose en lui, quelque chose de fatigué, de meurtri, avait besoin de plus. Elle prit une inspiration. « J'ai vu les images, Marcus, les vraies images, du début à la fin. J'ai vu ce que tu as fait, la façon dont tu t'es déplacé, la façon dont tu t'es battu pour moi alors que tout le monde était paralysé. » Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait. Il serra les mâchoires. « Et pourtant, ils m'ont licencié. C'est pour ça que je suis ici. » Elle baissa la voix. « Parce qu'ils ont licencié la mauvaise personne. Et ils l'ont fait en mon nom. » Marcus détourna le regard, le malaise se lisant sur son visage. « Tu ne le savais pas ? J'aurais dû le savoir. » Elle se corrigea. « C'est mon entreprise, mes employés, ma responsabilité. » Il serra faiblement le poing. « Le savoir maintenant ne réparera pas ce qu'ils ont déjà fait. »« Non, » acquiesça-t-elle doucement, « mais j'ai l'intention de réparer tout ce que je peux encore. » Ellie était assis dans le fauteuil à côté d'eux, à moitié réveillé, marmonnant quelque chose à propos de ses devoirs. Marcus s'adoucit en entendant cela, mais n'interrompit pas la conversation. Victoria fit un geste vers le garçon endormi. « Il mérite mieux. Vous le méritez tous les deux. » Marcus déglutit péniblement, la voix basse. « Je suis fatigué, Victoria. Je ne peux pas continuer à mener un combat que je n'ai pas commencé. » Son ton s'adoucit encore. « Tu n'as plus à te battre seul. » Il expira bruyamment. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi m'aider maintenant alors que tout est déjà perdu ?» Pendant un instant, elle ne répondit pas. Puis elle s'approcha, la vérité jaillissant d'elle comme quelque chose qu'elle avait porté trop longtemps. « Parce que je sais ce que c'est que de prendre une décision qui détruit quelqu'un. » Marcus leva les yeux, surpris. Elle continua, la voix presque brisée. « Il y a des années, un employé de l'une de nos usines a déposé une plainte. Longue journée de travail, mauvaise ventilation. Je l'ai rejeté. J'ai dit au conseil d'administration de s'en occuper. Ses yeux s'embuèrent. 2 mois plus tard, il s'est suicidé. La confession resta suspendue dans l'air, crue, sans phare, dévastatrice. Cette tragédie m'a changé, murmura-t-elle. Ou du moins, je pensais qu'elle m'avait changé. Je me suis promis de ne plus jamais fermer les yeux sur la souffrance. Et pourtant, me voilà. » Elle pressa sa main contre sa poitrine, le souvenir encore vivant dans sa voix. « Vous m'avez sauvé la vie, et l'entreprise que j'ai bâtie a failli détruire la vôtre. Je ne laisserai pas cela passer. » Marcus ravala la boule qui lui serrait la poitrine. Il voulait la croire. Peut-être qu'une partie de lui-même la croyait déjà, mais il avait été trop longtemps abattu pour accepter facilement l'espoir. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-il doucement. « Rien pour moi, » répondit-elle. « Mais je veux que la vérité soit clairement établie, publiquement, officiellement. » Il cligna des yeux. « Vous voulez blanchir mon nom ? Je veux que vous soyez réintégré, » dit-elle fermement, « indemnisé, protégé, et je veux que tous ceux qui ont enterré la vérité rendent des comptes. » Il retint son souffle. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas de la charité, c'était quelque chose de différent, quelque chose de féroce, quelque chose d'intentionnel. Et elle ajouta, choisissant ses mots avec soin, « Je veux votre aide, si vous me l'accordez. Je veux votre aide, si vous voulez bien me l'accorder. »« Mon aide, » répéta-t-il. « Je lance une restructuration complète de la manière dont nous prenons soin de nos employés, » expliqua-t-elle. « Pas les absurdités lisses que nous mettons dans les brochures. Une sécurité réelle, un soutien en matière de santé mentale, une formation aux interventions d'urgence, un système qui protège les personnes invisibles, celles dont personne ne se soucie jamais.
Elle croisa son regard. « Vous savez ce que c'est que d'être abandonné, de se battre seul, d'être effacé. Je ne peux pas mettre en place un système pour ces personnes sans quelqu'un qui les comprenne. » Marcus laissa les mots faire leur chemin. Il resta silencieux pendant un long moment. Finalement, il murmura « Je ne veux pas être une mascotte de relations publiques. » La voix de Victoria s'adoucit. « Tant mieux, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'un homme qui ne mentira pas par commodité. Quelqu'un qui veut que la vérité se tienne à nouveau droite. La vérité, se tenir droite. » Quelque chose en lui bougea. Puis elle prononça la phrase qui changea tout. « Marcus, veux-tu te tenir à mes côtés? Pas derrière moi, pas sous moi, à mes côtés. » La pièce retint son souffle. Avant qu'il n'ait pu répondre, des pas se rapprochèrent derrière la porte. La voix de l'attaché de presse se fit entendre à travers Madame Hale. Les journalistes se rassemblent. Ils veulent une déclaration. Victoria regarda Marcus, le regard fixe. « Alors, donnons-leur-en une, » murmura-t-elle. Le monde à l'extérieur de l'hôpital n'attendait pas la guérison. Il rugissait. Au moment où Victoria et Marcus entrèrent dans le hall, elle encore pâle, lui encore faible, mais debout. L'air se gonfla du bruit des appareils photos qui s'animaient. Les journalistes l'appelaient de toutes parts. Les chaussures raclèrent le carrelage. Les micros tremblaient dans des mains tremblantes. L'espace réservé à la conférence de presse avait été aménagé à la hâte. Un podium pliable, une toile de fond avec le logo de l'entreprise et un cercle de caméras si lumineuse qu'elle baignait la pièce d'une lumière artificielle. Marcus hésita sur le seuil. La foule ne l'avait jamais effrayé auparavant. Les incendies l'avaient effrayé, les falaises aussi, les effondrements de bâtiments également, mais pas les gens. Mais aujourd'hui, les gens lui faisaient plus peur. Victoria remarqua le tremblement dans sa respiration. Elle se pencha vers lui et lui dit d'une voix basse et ferme « Tu n'as pas besoin de parler. Reste simplement à mes côtés. » Il acquiesça d'un signe de tête, se stabilisant. Le murmure de la foule s'intensifia à mesure qu'elle s'approchait du podium. Quelqu'un murmura « C'est le concierge ?» Un autre siffla « C'est celui de la vidéo ?» Un troisième marmonna « Pourquoi l'a-t-elle amené ici ?» Victoria leva le menton et soudain, la salle fut plongée dans un silence presque solennel. « Merci à tous d'être venus », commença-t-elle d'une voix ferme, malgré le poids qui la sous-tendait. « Je suis ici pour parler de l'incident qui s'est produit la semaine dernière, de mon urgence médicale et des mesures qui ont été prises en réponse. » Une douzaine d'appareils photo cliquèrent. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas prévu. Ce n'était pas une décision de l'entreprise, c'était personnel. « L'homme qui se tient à côté de moi, » dit-elle en désignant Marcus, « est la raison pour laquelle je suis en vie. » Une vague de confusion parcourut la presse. Quelques halètements. « Il m'a immédiatement administré les premiers secours lorsque je me suis effondré, » continua-t-elle. « Il l'a fait correctement. Il l'a fait courageusement et il l'a fait alors que les autres restaient figés. Chaque mot tranchait comme une lame dans les faux récits. Mais ce n'est pas l'histoire que le monde a vue, » a-t-elle déclaré. Sa voix s'est adoucie, la colère se mêlant au calme. Le monde a vu un clip de 8 secondes monter, utilisé comme une arme et dépouillé de son contexte. Et mon entreprise a laissé ce clip le définir. Elle a marqué une pause. Le silence était électrique. C'était un échec du leadership, dit-elle doucement. Mon leadership. Marcus sentit les regards dans la pièce se poser différemment sur lui, non pas avec suspicion, ni avec scandale, mais comme sur un homme au centre de quelque chose de plus grand que lui. Victoria poursuivit. Une enquête indépendante sera menée immédiatement. Toutes les décisions prises après mon effondrement, y compris son licenciement, seront réexaminées. Puis elle regarda la foule, le regard froid comme l'acier. Et nous réparerons toutes les injustices. Le bruit des journalistes explosa. Les questions criées ricochèrent sur les murs. Est-ce une reconnaissance de responsabilité? Le conseil d'administration répondra-t-il à votre déclaration? Le concierge sera-t-il réintégré? Madame Hale, le protégez-vous? Parce qu'il vous a sauvé la vie. Mais alors, son téléphone vibra violemment sur le podium. Un message de son conseiller financier s'afficha à l'écran. Le cours de l'action chute rapidement. Les investisseurs paniquent. Graham convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration. Dès qu'elle s'éloigna du podium, son chef de cabinet se précipita vers elle. Victoria, Graham est déjà en train de manipuler la situation. Il dit aux investisseurs « Vous avez perdu votre objectivité. Vous compromettez l'entreprise pour couvrir votre propre embarras. » Son expression se durcit. Bien sûr qu'il le fait. Elle échangea un regard avec Marcus, une compréhension silencieuse que la véritable bataille venait de commencer. Quelques heures plus tard,
La salle du conseil d'administration était le théâtre d'une tempête plus violente que n'importe quel flash d'appareil photo. Graham Lokachach se tenait à la tête de la table, la voix tonitruante. « C'est imprudent, Victoria. Les actionnaires veulent de la stabilité, pas des croisades émotionnelles. » Victoria garda un ton calme. « Ce n'est pas émotionnel, c'est factuel. »« Vraiment ?» rétorqua Graham. « Vous avez entraîné un employé suspendu dans une conférence de presse. Vous avez fait une déclaration publique sans consulter le conseil d'administration. Comprenez-vous les dégâts que vous avez causés ? » « Je comprends le préjudice que vous avez causé, » répondit-elle, enfouissant délibérément la vérité pour éviter toute responsabilité, laissant un faux récit le détruire. « Vous n'avez pas protégé l'entreprise. Vous vous êtes protégé vous-même. » Les membres du conseil d'administration s'agitèrent, mal à l'aise. Des papiers bruissèrent. Quelqu'un toussa. Graham jeta un dossier sur la table. « Vous êtes compromise, Victoria. Vous ne pouvez pas diriger de manière objective. Je demande un vote pour réévaluer votre aptitude à occuper le poste de PDG. » Marcus se raidit. Il savait ce qui se passait. Il l'avait vu dans les casernes de pompiers et les commissariats lorsque quelqu'un au pouvoir se sentait menacé. Ils utilisaient toutes leurs ressources contre la seule personne qui essayait de se défendre. Victoria ne broncha pas. « Vous pouvez demander votre vote, » dit-elle. « Mais je ne me retirerai pas pendant que vous enterrez à nouveau la vérité. » Graham répliqua. « Quelle vérité ? Qu'un concierge avec des antécédents d'instabilité a agi en dehors de ses fonctions. » Marcus se raidit. « Des antécédents de quoi ?» Les yeux de Graham se posèrent sur lui, froidement calculateurs. « Vous vous êtes battu dans un bar il y a quelque temps. Vous avez demandé un congé pour raison psychologique après un incendie. Vous avez été diagnostiqué avec... » Victoria l'interrompit brusquement. « Ça suffit. » Mais Graham n'avait pas fini. « Les médias sont déjà au courant. Il suffit d'un petit coup de pouce et les services de protection de l'enfance voudront réévaluer son aptitude à être parent. » Une lame de rasoir de peur transperça Marcus. « Marcus, » murmura Victoria avec insistance. « Ne réagis pas. C'est exactement ce qu'il veut. » Mais la douleur montait déjà en lui. « Mon fils est la seule chose que je connaisse. » Sa voix s'adoucit et il ne l'emmènera pas. Pas tant que je serai là. Elle se retourna vers Graham. « Si vous utilisez le traumatisme d'un homme à des fins politiques, alors vous n'êtes pas apte à diriger quoi que ce soit, y compris ce conseil d'administration. » La salle se tut. L'un des membres les plus âgés du conseil se pencha en avant, les doigts joints. Sa voix était basse, usée, honnête. « J'ai vu des hommes s'effondrer sous la pression, et j'ai vu des hommes résister au feu. » Il fit un signe de tête en direction de Marcus. « Cet homme a résisté au feu la semaine dernière. Aucun d'entre nous ne l'a fait. » Graham serra les mâchoires. Il savait que le vent tournait, mais il n'avait pas fini de se battre. « Très bien, » cracha-t-il. « Si vous voulez votre vérité, mettons tout par écrit. L'intégralité des images, l'intégralité des témoignages, l'intégralité des examens. » Il désigna Marcus. « Mais quand tout cela éclatera, souviens-toi que c'est toi qui l'as ramené dans cette histoire. » Victoria ne sourit pas, mais ses yeux brillaient d'une lueur tranquille. « Nous ramènerons la vérité, » dit-elle. « Toute la vérité. » Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans un appartement nouvellement attribué par l'équipe de Victoria, une assistante sociale frappa doucement à la porte. Ellie ouvrit. Elle sourit poliment, trop poliment. « Je dois juste faire une évaluation de sécurité de routine. » Ellie hésita. « Mon père n'est pas à la maison. »« Ce n'est pas grave, » dit la femme. « Je dois juste jeter un œil. » Son inspection fut minutieuse, trop minutieuse. Elle vérifia chaque placard, chaque recoin, chaque détail. Le cœur d'Ellie battait fort dans la pièce silencieuse. Elle partit quelques instants plus tard avec un sourire doux et étudié, le genre de sourire que les gens utilisent lorsqu'ils s'apprêtent à causer des ennuis. La nuit s'abattit sur la ville comme un avertissement. Le téléphone de Marcus vibra, signalant une alerte info. Un père célibataire au passé violent lié à une controverse impliquant un PDG. Les services sociaux posaient des questions. Ellie leva les yeux vers lui, le regard tremblant. « Papa, ils disent que tu es encore méchant cette fois-ci. » « C'est vrai ?» Marcus eut le souffle coupé. Pour la deuxième fois de sa vie, Marcus Hall se jetait dans la gueule du loup. Mais cette fois-ci, il ne savait pas s'il en ressortirait vivant. La salle de réunion semblait différente cette fois-ci. La même table polie, les mêmes chaises à haut dossier, la même ligne d'horizon s'étendant au-delà de la baie vitrée, mais l'atmosphère était électrique, comme si la pièce elle-même se souvenait de ce qui s'y était passé. L'endroit où Victoria était tombée, où Marcus s'était battu pour sa vie, où des mensonges avaient été semés comme des graines. Aujourd'hui, la pièce allait devenir tout autre chose, une salle d'audience.
Les microphones bourdonnaient doucement pendant qu'on les testait. Les papiers bruissaient. Des voix murmuraient derrière la porte où les journalistes attendaient, sentant l'histoire gronder sous leurs pieds. Marcus se tenait juste derrière le seuil, ajustant le col d'une chemise empruntée. Elle n'était ni chic, ni sur mesure, ni neuve, mais elle était propre, repassée et choisie avec soin par Ellie, qui avait dit timidement que papa devait ressembler à un héros aujourd'hui. Marcus essayait de ne pas trembler. Il n'avait pas peur de mourir. Il avait affronté cela à maintes reprises. Il avait peur d'être vu, vraiment vu pour la première fois depuis que le cauchemar avait commencé. Victoria s'approcha depuis le bout du couloir. Elle marchait lentement, non pas parce qu'elle était faible, mais parce que chaque pas semblait délibéré, comme si elle ancrait le moment sous ses pieds. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle. Marcus laissa échapper un souffle tremblant. « Est-ce que quelqu'un se sent jamais prêt pour quelque chose comme ça ?»« Non » répondit-elle doucement. « Mais tu mérites d'être entendu » dit-elle en touchant la porte, et ils entrèrent ensemble dans la pièce. À l'intérieur, les membres du conseil d'administration étaient assis en demi-cercle, le visage figé, certains nerveux, d'autres en colère, d'autres encore sur leur garde, comme si chacun avait un intérêt personnel dans l'histoire qui allait se dérouler. Le directeur juridique de la société ajusta ses lunettes. « Nous allons commencer par la vidéo », dit-il. La bande non montée. Un écran descendit du plafond dans un léger grincement mécanique. Les lumières s'atténuèrent. Marcus eut un haut le cœur. Ce n'était pas facile de se voir se battre pour la vie de quelqu'un, alors qu'une salle remplie de personnes puissantes débattait pour savoir si sa place était là. Victoria ne regardait pas l'écran. Elle le regardait, lui, d'un regard ferme et inébranlable. Puis la pièce s'est remplie de bruit. Sa voix présentant des chiffres, son souffle hésitant, le bruit de son corps heurtant le sol, des halètements, de la confusion, puis Marcus qui se précipitait vers la porte. La vidéo avait tout capturé avec une honnêteté impitoyable. La façon dont il s'était agenouillé avant que quiconque ne bouge, la façon dont il avait vérifié son pouls avec des mains expertes, la façon dont il murmura « Allez, ne fais pas ça » avec une urgence déchirante qui fit détourner le regard de quelques membres du conseil. La caméra le filma en train d'effectuer des compressions, fortes, rythmées, parfaitement synchronisées. Elle le filma en train de se pencher pour lui faire du bouche à bouche, la voix tremblante de désespoir. Elle filma le moment où quelqu'un le frappa dans le dos. Elle filma la lutte, les cris, le chaos. Elle filma la vérité. À la fin de la vidéo, le silence qui s'ensuivit n'était pas vide. Il était rempli d'émotions que personne ne pouvait cacher. Quelqu'un s'éclaircit la gorge. Le membre le plus âgé du conseil d'administration, un ancien militaire aux cheveux argentés et au regard sévère, se pencha en avant. « J'ai combattu », dit-il calmement. « Je sais à quoi ressemble un homme qui se bat pour sauver une vie, et je sais à quoi ressemble une pièce quand cela échoue. » Son regard balaya la table. « Nous avons échoué. Lui n'a pas échoué. » Graham Lokachachach se pencha en arrière, les doigts joints. « N'oublions pas le contexte général, dit-il rapidement. Ce n'était pas une urgence aléatoire. C'était une situation à haut risque impliquant le PDG. L'apparence, c'est l'apparence, l'interrompit Victoria d'un ton sec. Nous parlons d'une vie, ma vie, et vous parlez d'apparence. Graham serra les mâchoires. C'est plus complexe que ça, tenta-t-il à nouveau. Il y a des considérations juridiques que vous avez contribué à façonner, répliqua Victoria. Vous avez laissé un montage vidéo le définir parce que cela protégeait le conseil d'administration de l'embarras. Et quand la vérité a eu une chance de faire surface, vous l'avez enterrée, rétorqua Graham. J'ai agi dans l'intérêt de l'entreprise. C'est mon devoir? Non, corrigea-t-elle calmement. Un leader agit dans l'intérêt des gens. Un lâche se cache derrière les procédures. Marcus inspira brusquement, ne sachant pas où poser son regard. Il n'avait jamais vu quelqu'un le défendre ainsi. Jamais. Victoria se tourna vers lui. Marcus, vous méritez de pouvoir vous exprimer. Il se figea. Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers lui. Il prit une inspiration, comme le font les pompiers, avant de pénétrer dans une épaisse fumée, et s'avança. Sa voix était douce, brute, vulnérable. « Je ne suis pas entré dans cette pièce pour jouer les héros, dit-il. Je suis entré parce que quelqu'un avait besoin d'aide. C'est ce que j'avais l'habitude de faire. » Il baissa les yeux. Ce que je n'ai pas réussi à faire. Une longue pause. Quand je l'ai entendu tomber, quelque chose en moi s'est réveillé. Il ne s'agissait pas de titre, de règles ou de rôle. C'était une question de vie ou de mort, et je ne pouvais pas regarder quelqu'un mourir à nouveau. Il déglutit péniblement.
Je sais que je ne suis pas parfait. J'ai fait des erreurs. J'ai connu des difficultés. Mais je connais mieux la RCP que la plupart des gens dans cette salle. J'ai tenu dans mes bras des enfants mourants. J'ai porté des pères hors de pièces sans feu. J'ai dû regarder des mères dans les yeux et leur dire que leur enfant n'avait pas survécu. Sa voix s'est brisée, mais il a continué. Je le referai à chaque fois, même si le monde me traite de monstre pour cela. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis le membre le plus âgé du conseil s'est levé. « J'en ai assez entendu », a-t-il dit. Il est clair que cet homme a agi avec courage et compétence. Ce que j'ai vu dans cette vidéo n'était pas une faute professionnelle, c'était de l'intégrité. Un autre membre du conseil acquiesça lentement. « Je suis d'accord. » Un troisième se pencha en avant. Il a sauvé la vie de notre PDG alors que nous restions là, paralysés. Le vent avait tourné. Graham le sentit. Il frappa du poing sur la table. « C'est scandaleux. Vous laissez vos émotions obscurcir votre jugement. » Victoria s'approcha de lui. Sa voix était ferme. « Non, Graham. Pour la première fois depuis des années, il voit clairement. Son regard se durcit. Vous n'avez pas seulement mal jugé Marcus. Vous avez utilisé sa vulnérabilité comme une arme. Vous avez manipulé la peur. Vous avez choisi la commodité plutôt que la vérité. » Le visage de Graham rougit de colère. « Vous êtes fini, » dit Victoria doucement. « Pas par ma faute, mais par vos propres choix. » Le directeur juridique prit la parole. « Nous allons procéder à un vote officiel concernant la position de M. Locash. » Marcus resta là, stupéfait. Pour une fois, la salle ne lui semblait pas hostile. Dans cette même salle où sa vie avait été brisée, Marcus Hall voyait enfin la vérité l'emporter sur les mensonges. Mais le feu n'était pas encore éteint. Le vote prit moins de 3 minutes. 3 minutes pour démanteler le pouvoir soigneusement construit que Graham Locash avait exercé pendant des décennies. 3 minutes pour décider du sort d'un homme qui avait trompé toute une entreprise. Le président du conseil d'administration, un homme impartial à la voix calme, lut le résultat à haute voix. À la majorité des voix, Graham Locash et par la présente démis de ses fonctions de président du conseil d'administration avec effet immédiat. Quelques stylos cliquèrent. Une personne expira. Quelqu'un murmura « Il était temps ». Graham ne bougea pas. Il resta figé sur son siège, la mâchoire serrée, les yeux brûlants d'incrédulité. Il ne s'était jamais attendu à perdre. Pas ici, jamais. Victoria ne jubilait pas. Elle n'avait même pas l'air triomphante. Elle semblait soulagée, comme une femme qui expire enfin après avoir retenu son souffle pendant des années. D'un ton sec, le président du conseil d'administration ajouta « La direction des ressources humaines sera également restructurée et un audit externe examinera toutes les procédures de licenciement menées au cours des 2 dernières années. » Toutes les têtes se tournèrent vers Marcus. C'était la première fois que quelqu'un à cette table le regardait avec quelque chose qui ressemblait à de l'humilité. Graham se leva brusquement, rassemblant ses papiers avec des mains tremblantes. « C'est une erreur, » siffla-t-il. « Elle est compromise, et vous êtes tous trop aveugles pour le voir. » Victoria soutint calmement son regard. « Au revoir, Graham. » Il lança un regard noir à Marcus en passant, dans une dernière tentative d'intimidation. Ça n'a pas marché. Marcus soutint son regard sans broncher. Pour la première fois, Marcus n'avait pas l'impression d'être dans la mauvaise pièce. Il avait l'impression d'être dans la bonne. Quelques heures plus tard, après que le conseil d'administration se fut dispersé et que le bâtiment eut retrouvé le calme de la fin d'après-midi, un communiqué officiel de la société fut publié. Il était fort, clair et sans ambiguïté. Nous reconnaissons avoir commis de graves erreurs dans la gestion de l'urgence médicale impliquant la PDG Victoria Hale. La société présente ses excuses officielles à Marcus Hall pour son licenciement abusif, la diffamation et le préjudice émotionnel causé par des informations incomplètes et manipulées. La phrase demandée par Marcus suivait. Sa phrase, pas la leur. Il ne s'agissait pas d'un malentendu, il s'agissait d'un manquement à l'intégrité, et nous allons le corriger. Lorsqu'il l'a lu, il eut le souffle coupé. Pendant des mois, il avait été traité de monstre, de menace, de danger. Maintenant, enfin, la vérité avait une voix. Ellie était assis à côté de lui, à la table de la cuisine de leur appartement temporaire, balançant nerveusement ses jambes. « Ça veut dire que tout le monde sait que tu n'as rien fait de mal ?» Marcus acquiesça, incapable de parler. Il ébouriffa les cheveux de son fils. Ellie sourit, timidement, plein d'espoir. Tant mieux. Marcus réalisa alors quelque chose de simple, mais de puissant. Son fils n'avait jamais douté de lui, pas une seule seconde, même quand le monde entier le faisait. Quelques heures plus tard, Victoria lui demanda de la rejoindre à l'étage de l'annexe, un espace de construction réservé à une future extension.
L'air sentait le bois brut et la poussière. La lumière pénétrait par les hautes fenêtres, inondant la pièce vide comme un nouveau départ. Pas de bureau, pas de sol poli, pas de hiérarchie, juste de l'espace, des possibilités, une page blanche. Marcus entra. « Voulez-vous parler du communiqué de presse ?» Victoria secoua la tête. Elle se tenait au centre de la pièce, les mains légèrement jointes, l'air pensif. « Non », dit-elle doucement. « Il s'agit d'autre chose. » Il s'approcha lentement. « Qu'y a-t-il à cet étage ?»« Une reconstruction, dit-elle. Une refonte totale de nos systèmes de soutien aux employés, de l'équipe d'entretien au cadre supérieur. » Elle se tourna vers lui. « Et je veux que vous dirigiez ce projet. » Marcus se figea. « Diriger ?» répéta-t-il, stupéfait. « Victoria, je ne suis pas... Je veux dire, je n'ai pas de diplôme ni de certification pour quelque chose comme ça. Tu as quelque chose de mieux, dit-elle doucement. Une expérience vécue. » Il cligna des yeux. « Tu m'offres un poste dans une entreprise. Je t'offre une mission, corrigea-t-elle. Directeur de l'intégrité et de la sécurité humaine. Tu conçois et supervises tout. Soutien en santé mentale, intervention en cas de crise, signalement anonyme, formation aux situations d'urgence, un système conçu par quelqu'un qui a été ignoré, négligé, sous-estimé. » Marcus ouvrit et ferma la bouche. Aucun mot ne sortit. Il avait imaginé une centaine d'avenirs pour lui-même au fil des ans. Celui-ci n'en faisait pas partie. « Je ne sais pas comment parler au cadre supérieur, » dit-il doucement. « Je ne suis pas à ma place dans des pièces comme celle-ci. Tu es à ta place dans ma pièce, » dit Victoria doucement. « Et ce sont les salles mal construites qui ont le plus besoin de toi. » Il déglutit péniblement. Sa voix était faible. « Et si j'échoue ?» Victoria s'approcha, plus près qu'elle ne l'avait jamais été. Sa voix était douce, mais ferme. « Marcus, tu as déjà réussi là où tous les hommes de ce bâtiment ont échoué. Tu t'es tenu dans une salle pleine de pouvoir et tu as fait ce qu'il fallait. Cela fait de toi un leader. » Quelque chose en lui brisa quelque chose qui serrait ses côtes, quelque chose qu'il retenait depuis des années. Il rit doucement, incrédule. « Vous pensez vraiment que je peux y arriver ? Je ne crois pas l'avoir dit, je sais. » Il se frotta la nuque, submergé par l'émotion. « Je veux juste aider. Je veux m'assurer que personne ne vive ce que j'ai vécu. » Son regard se fit plus chaleureux. « C'est exactement pour cela que vous êtes la personne qu'il nous faut. » Ils traversèrent ensemble l'annexe vide, imaginant ce qu'elle pourrait devenir. « Une salle de repos pour les travailleurs de nuit, » suggéra Marcus. « Une vraie, avec des canapés, pas des chaises pliantes. » Victoria acquiesça. « D'accord. Un fonds pour aider les travailleurs en situation d'urgence, » ajouta-t-il. « Les gens ne devraient pas perdre leur maison à cause d'une mauvaise semaine. » Elle sourit. « D'accord. Une ligne d'assistance téléphonique pour signaler les abus. Anonyme. Sûr. Celle-là, dit-elle doucement. Je vais aider à la mettre en place moi-même. » Ils s'arrêtèrent près d'une fenêtre, la lumière dorée les caressant. Un petit rire leur échappa lorsqu'ils réalisèrent qu'ils discutaient pour savoir si la salle de repos devait être équipée de fauteuils inclinables ou de canapés. Ce n'était pas séducteur ni romantique, pas encore, mais c'était quelque chose de plus chaleureux, de plus humain. Marcus se tourna enfin vers elle. « Victoria, pourquoi fais-tu tout cela ?» Elle regarda par la fenêtre, la voix basse. « Parce que tu m'as montré qui j'étais vraiment lorsque je me suis effondrée, et je n'aimais pas la version de moi-même qui s'est réveillée après. » Puis elle croisa son regard, ferme et lumineux. « Tu m'as aidé à trouver le courage de réécrire mon histoire. J'aimerais t'aider à réécrire la tienne aussi. » Il inspira profondément, laissant ses mots pénétrer au plus profond de lui. Puis, les doigts légèrement tremblants, il prit le stylo qu'elle lui tendait et signa le contrat. Pas en tant que concierge, ni en tant que bouc émissaire, mais en tant que directeur de l'intégrité et de la sécurité humaine. Victoria sourit. « Vous ne travaillez pas pour moi, » dit-elle doucement. « Vous travaillez avec moi et avec tous ceux qui ont besoin de quelqu'un pour se battre pour eux. » Marcus acquiesça, le souffle instable mais assuré. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait le sol sous ses pieds se solidifier, mais à l'extérieur de cette fenêtre, le changement ne faisait que commencer, et le monde se préparait déjà à le voir entrer pleinement dans la lumière. Les semaines qui suivirent ne passèrent ni vite ni lentement. Elles s'écoulèrent de manière déterminée, entraînant Marcus et Victoria vers une vie à laquelle aucun d'eux ne s'attendait, un pas après l'autre. Le premier son de ce chapitre n'était ni le chaos, ni la peur, ni le feu. C'était un rire doux et fatigué provenant des gardiens de nuit qui découvraient les nouvelles chaises de la salle de pause qui ne vacillaient pas, les canapés qui donnaient l'impression d'un vrai repos, le micro-ondes qui ne produisait pas d'étincelles lorsque quelqu'un réchauffait de la soupe.
C'était le son d'un homme de la maintenance appelant la ligne d'urgence et murmurant « merci » quand quelqu'un a répondu. C'était le doux cliquetis des outils de construction, alors que des bénévoles installaient des étagères pour un nouveau garde-manger pour les employés entièrement approvisionnés. C'étaient les emails qui arrivaient dans la boîte de réception de Marcus, chacun étant un petit écho de guérison. Merci de nous avoir reçus. Personne ne nous avait jamais demandé ce dont nous avions besoin auparavant. Je ne pensais pas que quelqu'un d'important s'en souciait. Et à chaque son que Marcus entendait, il sentait son cœur se remplir à nouveau d'une détermination inébranlable. La salle de conférence nationale bourdonnait de bruit. Murmures, froissements de programmes, grincements de chaises. Des centaines de dirigeants venus de tout le pays s'étaient rassemblés pour écouter le discours d'ouverture intitulé « Du silence à la sécurité, changer la façon dont nous traitons nos travailleurs ». Marcus se tenait derrière le lourd rideau de velours, les mains pressées contre ses cuisses. Le tissu sentait légèrement la poussière et les applaudissements anciens. Son cœur battait lentement, profondément, régulièrement. Il ne portait pas de costume, il avait insisté pour cela. Il portait une simple chemise boutonnée, les manches retroussées une fois, comme il avait l'habitude de s'habiller pour les quarts de nuit. Cela le rassurait. À côté de lui, Ella lui tira légèrement la main. « Papa » murmura-t-il. « J'enregistre cela sur ma tablette. Je veux le montrer à ma prof. » Marcus sourit, caressant du pouce les jointures d'Ellie. « Oui » Ellie acquiesça fièrement. Elle a dit « Les héros portent toutes sortes d'uniformes. » Je lui ai répondu « Le tien était bleu. » Marcus retint son souffle. Avant qu'il n'ait pu répondre, Victoria s'approcha d'eux. Elle ne portait pas son armure professionnelle aujourd'hui, ni veste stricte, ni expression froide. Juste une robe simple et une douceur dans les traits qui venaient du fait d'avoir choisi la voie la plus difficile et d'y avoir survécu. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle. Marcus expira. « Je suis aussi prêt que je peux l'être. » Elle lui toucha le bras, le ramenant à la réalité. « Tu as mérité cette place, Marcus. Chaque mot que tu prononceras là-bas, les gens le ressentiront. Ils s'en souviendront. Il l'a cru pour la première fois. Il l'a cru vraiment. » Les lumières s'éteignirent. L'animateur monta sur scène et il annonça « Veuillez accueillir le directeur Marcus Hall. » Le rideau s'ouvrit. Les applaudissements ressemblaient à une vague. Pas bruyants, pas tonitruants, mais chaleureux, sincères, humains. Marcus se dirigea vers le podium. Ellie était assis au premier rang, serrant sa tablette comme si c'était un trésor. Victoria prit place à côté de lui, les mains jointes sur ses genoux, les yeux rivés sur Marcus. Il agrippa les bords du podium, prit une inspiration et commença. « Avant, je pensais que le courage ne pouvait prendre qu'une seule forme, dit-il. Courir dans des bâtiments en feu, sortir des gens des décombres, porter un uniforme. Le public se tut, écoutant attentivement. Mais j'ai appris quelque chose à mes dépens. Le courage n'est pas toujours synonyme de feu et d'adrénaline. Parfois, il est plus discret. Il laissa ses mots faire leur effet. Parfois, c'est se présenter pour une garde supplémentaire, même quand personne ne vous voit. Parfois, c'est prendre la parole même quand on tremble. Parfois, c'est refuser de laisser un mensonge définir qui vous êtes. Sa voix restait calme, mais à l'intérieur, quelque chose s'était libéré, comme des années de silence qui s'envolaient enfin. On m'a traité de beaucoup de choses cette année, a-t-il poursuivi. De menaces, de dangers, d'homme qui a commis un acte indécent. Il inspira lentement. Mais la vérité est simple. J'essayais simplement de sauver une vie, et ce faisant, la mienne s'est effondrée. Un murmure parcourut la foule. De la sympathie, de la reconnaissance. Ce qui m'a ramené, ce n'était pas l'argent, ni un titre, ni une déclaration à la presse. Son regard s'adoucit. C'était une personne qui avait choisi de se tenir à mes côtés dans la tempête. Les yeux de Victoria brillaient, mais elle ne détourna pas le regard. « Et aujourd'hui, dit Marcus, je choisis de me tenir aux côtés de vous tous, de tous les travailleurs qui ont été réduits au silence, ignorés ou traités comme remplaçables. Nous ne pouvons pas réécrire le passé, mais nous pouvons décider comment raconter l'histoire à l'avenir. » Il se pencha vers le micro. « Et le courage, le vrai courage, c'est de construire un monde où les invisibles ont enfin leur place à la table. » Lorsqu'il recula, les applaudissements montèrent lentement, sans éclat, mais durables. Une reconnaissance debout, une promesse. Ellie courut vers lui après coup, le renversant presque en le serrant dans ses bras. « Papa, tu n'as même pas bégayé !» Marcus rit. « J'ai failli le faire, mais tu ne l'as pas fait, » déclara Ellie. « Et maman aurait été fière. » Marcus déglutit péniblement, serrant son fils plus fort dans ses bras. Puis Victoria s'approcha, le sourire aux lèvres et le regard doux. «
Tu t'en es très bien sorti, murmura-t-elle. Je ne me suis pas évanouie, plaisanta-t-il faiblement. Non, tu n'as pas failli t'évanouir, dit-elle en lui donnant une petite tape sur l'épaule. Et tu as réécrit quelque chose aujourd'hui pour nous tous. Il acquiesça. Merci de m'avoir donné cette chance. Tu l'as mérité, répéta-t-elle. Tout cela. La nuit tombait doucement sur la ville lorsqu'ils arrivèrent enfin à leur nouvel appartement. Un endroit aux murs solides, bien chauffé et doté d'un petit balcon donnant sur les lumières lointaines. Pas un balcon cassé, un balcon neuf. Marcus sortit avec Ellie, la brise fraîche caressant leur visage. Les voitures vrombissaient en bas. Un train lointain grondait. Quelque part, quelqu'un jouait doucement de la guitare par une fenêtre ouverte. Les sons semblaient plus doux maintenant. Ellie s'appuya contre la balustrade. « Papa, tu es heureux maintenant ?» Marcus le regarda. Ce garçon qui lui avait tenu la main pendant des tempêtes plus violentes qu'il ne méritait. Il sentit la vérité monter en lui, paisiblement. « Oui, dit-il pour la première fois, je le suis vraiment. » Un moment de silence s'écoula, puis des pas se firent entendre derrière eux. Victoria les rejoignit sur le balcon, se tenant si près d'eux que leurs épaules se touchaient presque. Ils ne parlèrent pas, ils n'en avaient pas besoin, dans un monde prompt à juger et lent à voir. Un homme sortit du silence. Une femme choisit la rédemption, et ensemble, ils réécrivirent plus que leur propre histoire. Ils prouvèrent que la dignité n'est pas un privilège mais un droit, que la vérité peut survivre même aux blessures les plus profondes, et que parfois, le plus grand courage est de choisir de recommencer. Les lumières de la ville scintillaient, le vent s'était calmé. 3 silhouettes se tenaient tranquillement sur le balcon, non plus brisées, mais entières, et pour la première fois depuis longtemps, tout semblait exactement comme il se devait. Et voilà, mes amis, l'histoire de Marcus Hall, un père célibataire qui a refusé de laisser un mensonge le définir, et d'une femme qui a trouvé le courage de réparer les choses avant qu'il ne soit trop tard.